Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Entre l'arbre et l'écorce. Aujourd'hui, on reçoit deux invités spéciaux, donc deux envoyés du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On va donc parler bien évidemment du fameux mois de mai, le mois de l'arbre et des forêts, cette célébration qu'on célèbre depuis extrêmement longtemps et où on distribue des centaines de milliers de jeunes pousses d'arbres à la population. Donc, Isabelle, d'où vient le mois de l'arbre et des forêts et qu'est-ce qui a amené à avoir un mois complet de célébration? Alors, un pan d'histoire, Alison. Alors, le mois de l'arbre a été inauguré, dans le fond, en 1882 par le lieutenant-gouverneur de l'époque, qui était Théodore Robitaille. Monsieur Robitaille a inscrit dans la loi sur les terres et forêts qu'il y aurait une fête des arbres au Québec en 1882. Donc, ça fait 142 ans. Avec le temps, l'événement a cheminé. Graduellement, il a pris de l'importance. Donc, déjà en 1925, c'était plus une journée, c'était rendu quelques jours du mois de l'arbre, quelques jours de la fête des arbres. Et en 1974, c'est devenu une semaine complète. Alors, c'est la semaine de l'arbre et des forêts. Et pour, en 2001, prendre vraiment la tournure du mois de l'arbre et des forêts, qui est le mois de mai à tous les ans. Donc, on célèbre en 2024, on célèbre 142 ans du mois de l'arbre et des forêts au Québec. Et pourquoi est-ce important de célébrer les arbres et les forêts? Bien, c'est super important parce que le Québec s'est bâti avec le bois de ses forêts. Matière première qui était nécessaire pour la construction à l'époque, pour le chauffage, pour la cuisson des aliments, l'ameublement et tout, le bois était partout dans notre quotidien. Et encore aujourd'hui, le bois est partout dans notre quotidien. Il est indispensable même. Regardez autour de vous, bon nombre de villes, de villages sont bâtis près des cours d'eau. Pourquoi? C'est des voies navigables. C'est par là qu'on transportait le bois pour l'amener aux scieries et aux papetières de l'époque. Encore aujourd'hui, les forêts, c'est le gagne-pain de milliers de forestières au Québec. Et c'est aussi un immense terrain de jeu. Hein? La forêt du Québec, la forêt, elle est publique. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que les forestiers y ouvrent la voie, construisent les chemins, aménagent, récoltent le bois, y assurent le renouvellement continuel, rajeunissement de la forêt. Par la suite, tous les autres arrivent pour en bénéficier, donc ça rouvre l'accès au territoire aux nombreux bénéficiaires là, du territoire public. On n'a qu'à penser aux chasseurs, pêcheurs, les motoneiges, le quad, la randonnée, le camping, l'écotourisme, les vélos, l'ornithologie. Il y a aussi la cueillette de fruits sauvages et de champignons qui est très important maintenant. Donc, il y a une panoplie, là, je pourrais en nommer encore d'autres, donc une panoplie d'utilisateurs forestiers avec les forestiers. Et tout ça, sans oublier les nombreux produits du bois qu'on fabrique dans nos usines, par nos gens, dans nos régions. Alors, vous savez, le bois, c'est le seul matériau renouvelable qui existe. Donc, c'est écologique, c'est naturel. C'est biodégradable et c'est durable. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut célébrer les arbres au Québec. Donc, Isabelle, quel est le rôle du ministère des Ressources naturelles et des Forêts en ce qui a trait au mois de l'arbre et des forêts exactement? Alors, historiquement, le mois de l'arbre et des forêts, ça a été mis sur pied par la classe politique à l'époque. Donc, certains élus organisaient des plantations d'arbres avec le milieu scolaire ou avec le milieu d'entreprises forestières pour reboiser nos forêts. Donc, c'est l'événement, un des plus vieux et un des plus importants événements sociaux du ministère encore aujourd'hui. Alors, on en est très fiers. Au niveau du ministère, la distribution des arbres, c'est au cœur de l'événement encore aujourd'hui. Et pour cette grande fête-là, le ministère produit des arbres et met à la disposition des partenaires 700 000 arbres annuellement, donc à chaque année. Et pour le milieu municipal, les partenaires qui sont-ils? Le milieu municipal, le milieu scolaire et le milieu communautaire. C'est
Ce milieu-là, ces gens-là, ces partenaires-là vont organiser des activités éducatives. Il y a toutes sortes d'activités. Ça peut être la tenue de conférences, d'ateliers, de création, d'apprentissage. Ça peut être des kiosques d'information. Ça peut être une rencontre avec des conseillers experts en forêt, bois, arbres ou les bénéfices que nous apporte la forêt. Et à ce moment-là, s'ils veulent agrémenter leur activité de dons d'arbres aux citoyens, ou de projets communautaires. Alors, ces arbres-là sont disponibles pour ces gens-là. Tout à fait gratuitement, bien sûr. Alors, au niveau du ministère aussi, tous nos bureaux régionaux sont mis à contribution. Toutes nos unités de gestion aussi travaillent fort pour faire de l'événement une réussite. Et nos gens des communications aussi créent des outils d'information, des outils visuels aussi, qu'on met à la disposition des partenaires pour consolider le message ou donner des informations à la population d'ordre général là, sur des thématiques particulières. Alors, et, très important, le ministère prend part activement au programme Mon arbre à moi. Toutes les unités de gestion et les bureaux du ministère sont mis à contribution. On a un programme au ministère, Mon arbre à moi, c'est tous les bébés qui naissent ou qui sont adoptés dans l'année ont accès à ce programme-là. Alors, les parents peuvent inscrire en ligne leurs enfants. Ils reçoivent un arbre gratuit au mois de mai. Et puis, alors, les bureaux régionaux, c'est eux qui organisent la distribution des jeunes arbres aux parents. C'est pas mal la contribution là, du ministère, là, et nos pépinières, bien sûr, qui produisent les arbres. Saviez-vous que le printemps est une saison propice pour la cueillette des têtes de violon? La Matteusie fougère à l'autruche, mieux connue sous le nom de tête de violon, est un réel délice printanier. Mais savez-vous bien identifier et bien apprêter cette plante? La cueillette de plantes sauvages peut paraître bien simple aux premiers abords, mais il en est souvent tout autrement. Au Québec, on compte quelques dizaines d'espèces de fougères. Parmi celles-ci, seulement quelques-unes seraient comestibles. Si vous souhaitez commencer à intégrer ce super aliment à votre alimentation, voici 4 critères qui vous permettront d'éviter les désagréments intestinaux associés à l'ingestion de plantes non comestibles. Tout d'abord, au niveau de l'habitat. La Matteusie affectionne les lieux qui sont inondés lors de la fonte de la neige et exondés le reste de l'année. Cherchez les bords de rivières, les ruisseaux et les égouts de montagne. Il est donc peu probable de trouver une colonie de Matteusie sur un affleurement rocheux ou dans un milieu qui reste submergé en permanence. Ensuite, les frondes, c'est-à-dire les feuilles. Il faut observer la disposition des frondes au sol. Sont-elles disposées en cercle ou les individus sont dispersés un à un? La Matteusie forme des couronnes circulaires émergeant de même point. Les couronnes sont munies de frondes plus ou moins nombreuses, pouvant dépasser la vingtaine. Le stipe, la tige, a une forme qui est très importante. Chez la fougère à l'autruche, il est muni d'un sillon profond. Il a l'aspect d'un U, comme un céleri. On dit alors que la tige est cannelée. Finalement, les écailles, c'est-à-dire les crosses, ce sont les frondes enroulées qui sont près du sol, sont couvertes de poils, d'écailles ou de duvet. Les crosses de la Matteusie sont couvertes d'une couche d'écailles brun doré. Récapitulons. Vous êtes dans un endroit inondé au printemps. Vous trouvez des fougères disposées en couronne, avec le stipe cannelé et couvertes d'écailles brun doré à leur base. Il est fort probable que vous soyez tombé sur de délicieuses têtes de violon. Voyons maintenant comment les cueillir pour profiter de votre ressource le plus longtemps possible. La fougère à l'autruche croît lentement, ce qui veut dire que la cueillette abusive et le manque de connaissances envers celle-ci peut avoir un impact majeur, voire mener à la destruction d'une colonie. Comment définir ce qu'est une cueillette responsable? Étant donné que chaque milieu est unique, il faut adapter ses habitudes et son patron de cueillette à chaque colonie. Tout d'abord, assurez-vous d'être dans un endroit où vous avez la permission de cueillir. Rien de plus fâchant pour un propriétaire de tomber sur des cueilleurs qui ne lui ont pas demandé la permission. Par la suite, assurez-vous d'être la seule personne à cueillir dans une colonie. Pour ce faire, essayez de repérer des stipes coupés au couteau ou des traces de pâte dans des endroits encore humides. Dans le cas où d'autres personnes ont effectué une récolte, il est mieux de changer d'endroit pour ne pas exercer une trop grande pression sur la ressource. Si vous découvrez une jeune colonie de seulement quelques dizaines de couronnes, il est aussi préférable de passer votre chemin et de continuer votre recherche
même si vous êtes la seule personne à connaître ce lieu. Trouvez un milieu sain et exempt de contaminants. Évitez les bords de route achalandés, les sites industriels et les milieux densément peuplés. Les plantes assimilent les minéraux et les éléments présents dans le sol. Si vous ingérez ces contaminants chaque printemps pendant plusieurs années, des effets indésirables peuvent survenir un jour ou l'autre. Ça y est, vous avez trouvé une belle grande colonie dans un environnement sain et vous êtes la seule personne à accueillir? Allez-y. Vous pourrez commencer la récolte. La première année, il est suggéré de procéder à une modeste récolte et de voir comment la colonie réagit. Il ne faudrait jamais cueillir plus du quart des frondes d'une même couronne, et ce seulement sur le tiers des couronnes de la colonie. La récolte de violon s'effectue au printemps et ne dure qu'une courte période. Vous devrez donc être à l'affût et visiter vos colonies régulièrement. En effet, les têtes de violon sont comestibles seulement au début de leur croissance, soit avant que les tiges atteignent 20 cm de hauteur. Soyez prêts, elles peuvent dérouler très rapidement, parfois en une seule nuit. Avec une lame bien affûtée, idéalement un couteau à champignons, effectuez une coupe nette à la base des frondes que vous souhaitez récolter. Prenez soin de ne pas blesser les frondes voisines avec votre outil. Bien rincer pour enlever les écailles, puis faire tremper dans l'eau potable glacée pour 24 heures. Pour finir, faire bouillir 5 minutes, puis retirer à la poêle. Souvenez-vous, respecter la ressource, c'est en profiter le plus longtemps possible. Bonne dégustation! Donc, avec quel partenaire le ministère travaille-t-il pour organiser le mois de l'arbre et des forêts? Le mois de l'arbre et des forêts, c'est un événement à grand déploiement. Il y a plus d'1 millier d'activités qui sont organisées à travers le Québec par des partenaires. Les partenaires, c'est des organismes du milieu communautaire, c'est du milieu scolaire aussi et du milieu municipal au Québec. Alors, ce sont eux qui organisent des activités éducatives pour la communauté. Nous, au niveau du ministère, on a l'ensemble de nos bureaux régionaux qui sont mis à contribution et on fait affaire aussi avec des collaborateurs qui, eux, font la liaison entre les projets des partenaires et nos bureaux régionaux. Les collaborateurs, c'est l'ensemble du réseau des associations forestières du Québec et organismes en éducation forestière, comme la Table Forêt Laurentide fait partie. Et il y a aussi, évidemment, là, au niveau du ministère, il y a tout ce qui est nos conseillers en communication. Centrale ou dans les régions qui font partie là, de l'exercice du mois de l'arbre, qui font partie activement là, de l'organisation. Et aussi, on a nos pépinières. Il ne faut pas oublier nos pépinières, là où sont produits les arbres. Il y a également un comité de coordination nationale au sein du ministère pour un peu chapeauter tout ça. Alors, c'est beaucoup de gens, beaucoup de participation, d'implication de la part du ministère et de ses partenaires et de ses collaborateurs. Donc, d'où viennent les pousses d'arbres qui sont distribuées? Le gouvernement du Québec a 6 pépinières publiques et fait affaire aussi avec une douzaine de pépinières privées pour produire l'ensemble des plants nécessaires au reboisement des forêts. On produit 130 millions de plants au Québec. Là-dessus, on en réserve 700 000 spécifiquement pour les activités du mois de l'arbre et les partenaires et pour les activités de Mon arbre à moi, le programme du ministère pour les bébés. Qui naissent ou qui sont adoptés dans l'année. On est très conscient que les arbres, c'est l'élément clé du grand succès du mois de l'arbre et des forêts au Québec. On a environ 700 000 plants qui sont réservés annuellement pour l'événement à l'échelle nationale. Sur cette quantité-là, on la sépare et on les livre dans chaque bureau régional du ministère en fonction de leurs demandes. Ensuite, eux autres, ils vont octroyer, via nos collaborateurs, ils vont octroyer ces arbres-là par petits lots aux partenaires, dépendamment des projets qui sont présentés. Et le but, c'est que tous les citoyens ont accès à ces arbres-là. Il faut savoir que c'est les mêmes essences qu'on fournit qui sont les essences qu'on reboise dans les forêts du Québec. Donc, ce sont des arbres indigènes au Québec. Et après tout ça, est-ce qu'on peut s'attendre à célébrer le mois de l'arbre et des forêts encore longtemps? Absolument, absolument. Le mois de l'arbre, il existe depuis 1882. Il est inscrit dans la loi. La population attend cet événement-là. Alors, et donc, ils veulent des activités, ils veulent des arbres. On est conscient de ça. Il faut rappeler que c'est un des plus vieux et des plus importants événements sociaux du gouvernement du Québec. Alors, on pense que ça va durer encore longtemps.
Donc, on aimerait ça savoir comment se traduit le mois de l'arbre et des forêts dans les Laurentides plus spécifiquement. La région des Laurentides compte pas moins de 76 municipalités et 8 MRC. La région a une longue tradition de mise en valeur de la forêt, ainsi que la villégiature et des activités de plein air. En 2024, plus de 60 000 plants d'arbres ont été donnés pour différentes activités dans les Laurentides. On parle d'à peu près 70 activités juste en 2024. Puis environ 70 pour 2022 et 2023. On totalise à peu près 70 activités seulement pour 2024. Pour 2023, 74 et pour 2022, 79. Ces activités-là peuvent prendre différentes formes, à savoir la journée de l'environnement, des dons de pouces de Madame la députée. Bref, différentes activités pour promouvoir les bienfaits d'une foresterie saine. Le ministère a désigné l'ingénieur forestier, à savoir mon collègue Steve Gagnon, comme ambassadeur pour le mois de l'arbre et des forêts pour les Laurentides. Un travail de partenariat réalisé avec la table Forêt Laurentide pour s'assurer de fournir les plans pour l'ensemble des activités qui ont lieu dans les Laurentides. Bonjour, aujourd'hui pour l'arbre de la semaine, je vous présente le peuplier faux-trempe. Peuplier faux-trempe qui est une naissance d'arbre qui est dite pionnière. On appelle ça une naissance pionnière étant donné qu'elle va pousser après une grande perturbation en très grande quantité. Donc le peuplier faux-trempe, c'est une naissance qui va pousser en plein soleil. Ce n'est pas une naissance qui va pouvoir se régénérer en sous-étage. Ça prend vraiment plein soleil. C'est un arbre qui pousse très rapidement. Ce qui fait que ces fibres sont peu utilisées pour le bois de construction. Ils vont surtout être utilisés pour faire du bois de deuxième transformation. Donc le peuplier faux-tremble, son nom le dit, tremble. Souvent les gens vont l'appeler le tremble. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est que quand il y a une petite brise qui frappe les branches et les feuilles, dans le fond les pétioles des feuilles sont plates comparativement à la plupart des autres essences d'arbres qui ont un pétiole plus ou moins rond. Le peuplier faux-trempe a un pétiole plat. C'est agi contre le vent, c'est ce qui fait vibrer, trembler les feuilles au vent. L'écorce du peuplier faux-trempe est recouverte d'une petite poudre blanche qui aurait les propriétés, selon certains, de prévenir les coups de soleil. Donc on pourrait prendre la petite poudre blanche sur l'écorce, s'en mettre sur la peau et ça protégerait comme un écran solaire. Le peuplier faux-trempe a une très petite feuille ronde, grossièrement dentelée, parfois pas dentelée du tout. Il y a plusieurs espèces de peupliers. Et comment on peut les différencier? C'est essentiellement par la forme de la feuille. Le peuplier faux-trempe a des pseudo-dents. Le peuplier à grandes dents, le nom le dit, a des grandes dents. Le peuplier baumier, lui, va avoir une feuille plus triangulaire avec des gros bourgeons, ça le dit baumier, des gros bourgeons résineux qui servent à faire un baume pour les plaies et les brûlures. Il y a aussi le peuplier deltoïde qui, lui, va pousser, il va devenir très gros. Souvent dans les villes, il y a des gros arbres, c'est des peupliers deltoïdes qui ont une feuille un petit peu plus évasée. Le peuplier faux-trempe a une longévité quand même assez réduite, à peu près, on dit, entre 80 et 100 ans. Et ensuite, on va commencer à avoir des signes de dépérissement. Parfois même, on peut commencer à observer des signes d'infestation de champignons vers l'âge de 40-50 ans. Il y a un champignon, le félin du trempe, qui va venir attaquer chaque branche morte de l'arbre. Fait que sous chaque branche, on va pouvoir voir un basidium de félin du trempe. Et on le sait aussi, les changements climatiques, ça fait désormais partie de notre quotidien.
Donc, je pense que notre public aimerait savoir si, justement, ces changements climatiques, mais non seulement ça, mais aussi les insectes, les maladies, ça peut avoir un impact sur la production des pousses d'arbres. Oui, les changements climatiques, ça l'influence, bien sûr. Les hausses de température ont de l'impact sur la production de nos arbres et les épisodes d'événements extrêmes, là, donc plus de sécheresse, plus d'inondations, des gels hâtifs ou des gels tardifs, des hausses ou des baisses de température, moins de neige aussi l'hiver, font en sorte que il faut conjuguer avec les éléments qui arrivent de plus en plus souvent. Donc, de plus en plus d'épisodes, ça augmente le risque de perdre des arbres. Donc, notre vigilance doit augmenter en fonction de tout ça. On a une vigilance accrue à tous ces événements-là qui sont susceptibles d'arriver. On a aussi l'arrivée de nouveaux insectes, de nouvelles maladies qui font leur apparition parfois. Donc, il faut être à l'affût de tout ce qui se passe à ce niveau-là. C'est ce que nos équipes techniques et nos spécialistes doivent tenir compte. Ils doivent adapter leur façon de faire. Ils doivent innover aussi pour tenter de s'adapter aux changements climatiques. Et pour faire un pont avec ta réponse à ma question précédente sur les changements climatiques, est-ce que ces derniers ont un impact sur le choix des essences d'arbres qui vont être distribuées pour le mois de l'arbre et des forêts? Oui, les armes qui sont distribuées pour le mois de l'arbre et des forêts, ce sont des armes qui sont offertes gratuitement à la population. On fait pousser ces arbres-là à partir de vergers à graines qui sont du Québec, évidemment, des arbres indigènes du Québec. Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des semences et on marie les meilleurs ensemble. Alors, pour donner le plus de résilience possible à nos petits arbres qui ont 2 ans, là, quand on les donne à la population, c'est des petits arbres, des jeunes arbres, ils ont besoin d'aide pour les premières années. Donc, un bon tuteur, mais pour donner un coup de main, là, pour pas qu'ils passent en tondeuse ou pour pas que la neige les casse. Donc, au départ, les arbres ils ont une bonne résilience. Alors, ils sont forts, ce sont des graines qui viennent d'ici, ils sont acclimatés au climat et donc ils ont déjà tout ce qu'il faut au niveau génétique. Par la suite, le choix des sortes, comme je vous ai dit, on prend des essences indigènes. Et on en sélectionne une certaine partie d'essence pour donner une bonne diversité de choix lors des activités, mais également des arbres qui sont quand même résilients, qui sont capables de s'adapter à peu près, là, en tout cas très bien, là, aux conditions climatiques du Québec. Bien, le but de tout cet exercice-là, dans le fond, c'est d'avoir au départ des jeunes arbres qui sont déjà le plus fort possible pour traverser les premières années, les épreuves que la vie leur réserve. Donc, soyez à l'affût, cher public. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts fait pousser chaque année des centaines de milliers d'arbres expressément pour vous. Donc, le prochain mois de l'arbre et des forêts aura lieu en mai 2025. Préparez-vous tout de suite aux activités qui vont avoir lieu. Vous pourrez venir chercher un petit arbre. J'espère que, comme moi, vous avez trouvé ce contenu non seulement très intéressant, mais aussi très enrichissant. Si jamais vous aimeriez en savoir davantage, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.